Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 23 février avec Charles d'Anjou, président de Omerta, David Carbonel, français résident à Odessa, et Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de Dr Saoud et Mr Djihad aux éditions Robert Laffont. Bonjour à tous. Alors, demain, 24 février, cela fera exactement un an que la Russie est entrée à envahir l'Ukraine avec tous les résultats, avec tous les développements, avec l'onde de choc mondiale, il faut le dire, que c'est devenu aujourd'hui. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler avec des personnes qui connaissent le terrain. D'abord, effectivement, nous aurons Charles d'Anjou, qui est président du média en ligne Omerta, et qui vient de sortir, Omerta, le magazine, numéro 1 du magazine Omerta, effectivement consacré à l'Ukraine. Ukraine, la vérité qui dérange, avec justement Pierre Conessa, Henri Guénaud, Michel Onfray, Arnaud Klarsfeld, et puis Boris Gourdeau-Montagne et beaucoup d'autres, qui donnera effectivement, Charles d'Anjou est allé à plusieurs reprises effectivement dans le Donbass pendant assez longtemps, et il parlera de tout cela. Et nous aurons Pierre Conessa que nous attendons, qui arrive, qui est effectivement un spécialiste de la défense, qui a écrit Dr Saoud et Mr Djihad entre autres ouvrages. Et puis David Carbonel est boulanger, il réside à Odessa depuis le début du conflit. Et il s'est investi dans l'humanitaire. David Carbonel, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, dites-moi, vous vivez à Odessa depuis combien de temps, David Carbonel ? À Odessa, je vis à Odessa depuis 5 ans et en Ukraine depuis une dizaine d'années. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené en Ukraine ? Le travail si ce n'est pas indiscret de vous demander cela. Écoutez, j'habitais en fait à San Francisco aux États-Unis et je suis venu en vacances. C'est pas à côté, ça. Ouais, c'est pas la porte à côté. Non, c'est pas à côté. Ouais. C'est pas à côté. C'est un énorme changement. Et dès mes premiers pas dans la capitale Kiev, cela m'a plu énormément. Et puis j'ai loué une voiture, je suis allé me balader dans le pays. D'accord. J'ai aimé la mentalité, j'ai aimé l'accueil des gens. Et puis petit à petit, j'ai commencé à planter mes valises et puis je suis resté. D'accord. Et vous avez exercé votre métier en Ukraine, votre métier de boulanger ou autre, je ne sais pas. En fait, je suis plus entrepreneur que boulanger. Je sais faire la boulangerie, mais je suis plus entrepreneur. J'ouvre des boulangeries, en fait, des boulangeries, coffee shop. D'accord. En Ukraine. Voilà. D'accord. Et alors, depuis un an, justement, parce que ça fait pratiquement jour pour jour un an, comment vivez-vous, la situation, et comment la ressentez-vous ? La situation, elle est quand même difficile, c'est-à-dire il n'y a plus d'affaires à faire, de business. Les 2 commerces que j'avais donc sont fermés. Je m'en sers pour faire de l'humanitaire aujourd'hui. On vit pas dans le stress parce que les Ukrainiens sont des gens très courageux, donc ils communiquent très bien à tout le monde ce courage. Mais c'est vrai que c'est difficile, surtout quand la Russie bombarde les structures électriques, on se retrouve sans lumière, sans chauffage pendant des jours et des jours, et surtout en hiver, où il fait quand même relativement très froid. Bien sûr. Et vous, quand vous dites, alors qu'est-ce que vous êtes, non pas converti, mais enfin vous avez, dans l'humanitaire, vous faites concrètement, vous faites quoi, David Carbonel, justement, pour aider la population On peut dire que c'est une conversion parce que je ne m'attendais jamais à être dans l'humanitaire dans ma vie. Ouais. Et ça m'est tombé dessus, comme la guerre, elle m'est tombée dessus. Ouais. En fait, j'avais beaucoup de stock. J'aimais bien avoir du stock de produits français parce que les boulangeries, coffee shop que j'avais, c'était sur les produits français. Donc, je faisais venir beaucoup de produits et j'aimais bien garder du stock. Et quand la guerre a commencé, au premier mois, je me suis dit, bon, soit je m'en vais... Et puis, j'ai attendu, j'ai regardé, je suis allé dans certaines villes qui étaient bombardées, qui étaient attaquées, et j'ai vu une misère de plus en plus évoluer. Et j'ai dit, bon, j'ai du stock, je vais m'en servir. Et puis, j'ai pris un véhicule utilitaire que j'ai ici, et j'ai commencé à le remplir. Et puis, je partais, je faisais des allers-retours 2-3 fois par semaine à des villes comme Nikolaïev, tout autour de l'Osta. Ouais. Et puis, quand le stock a terminé, j'ai commencé à appeler
les grands producteurs français pour me faire offrir des palettes de nourriture, de médicaments, tout ce que je pouvais. D'accord. Et puis ça a marché, et puis voilà, je continue. Et aujourd'hui, j'ai monté une association, et puis j'ai des bénévoles avec moi, et puis et vous on se bat. continuez à distribuer, On à se bat recevoir, à énormément, distribuer et là, des on a, aliments, etc. de la nourriture, on a switché, on cherche Ouais. des générateurs électriques, en fait, parce que Ah ouais. les Oui, aliments, bien sûr. là, en ce moment, c'est les générateurs électriques, parce que Plus important. c'est, Ouais. on va pas dire que c'est plus important, mais ça permet de pouvoir avoir un petit peu de chauffage, un petit peu faire des repas chauds. Surtout Et dans, David, dans les petits villages. dans les petits villages. Donc vous tournez en permanence comme ça, voilà. Et dans les villages, et vous ravitaillez, comme on dit, que ce soit en générateur ou en aliments. Est-ce que vous avez pensé à partir à un moment donné, très franchement, quand la guerre a déclaré? Vous savez, je suis pas soldat, je suis plutôt le genre de garçon qui aime la vie, qui aime s'amuser, qui aime les jolies femmes. Passer des moments avec les amis. C'est pas un péché, ça, au contraire. Non, c'est pas un péché. Je dirais que c'est une qualité d'aimer la vie. Ouais. Et puis quand on entend tous les jours des missiles vous passer au-dessus de la tête et que ça explose à gauche à droite et qu'on voit les horreurs que ça crée, oui, j'y ai pensé. J'ai dit peut-être qu'il faudrait que je parte. Et puis la famille, les amis, même les gens d'ici, mais pourquoi tu restes? C'est pas ta guerre. Et puis j'ai dit non, j'ai été accueilli à bras ouverts, avec beaucoup d'amour, je vais rester, je vais aider tant que je peux. Alors restez avec nous. Aujourd'hui, oui. Ouais. Donc restez avec nous. Je ne partirai pas. D'accord, et vous ne partez pas. Très bien, David Carbonel, restez avec nous. Alors nous accueillons donc Charles Lanjou, vous êtes président d'Omerta, qui est une plateforme en ligne, c'est ça, un média online, comme on dit. Oui, un média digital, oui. Un média digital, et vous venez de sortir, bonjour, on accueille Pierre Conessa. Bonjour Pierre. Donc vous venez de sortir, je le rappelle, donc le premier numéro du magazine trimestriel Omerta, Ukraine, la vérité qui dérange. Alors, Charles Lanjou, vous n'êtes pas là seulement en tant que président d'Omerta, vous êtes surtout là parce que vous connaissez l'Ukraine. Vous avez été dans le Donbass dès le début de la guerre ou même avant, je crois. Et expliquez-nous ce que vous avez fait là-bas, ce que vous avez fait et puis ce que vous avez vu. Alors, je suis arrivé dans le Donbass, à Donetsk plus précisément, le 5 février. Où j'étais fixeur pour TF1, pour la grande reporter Liseron Boudoul. On est arrivé dans le Donbass pour faire une série de reportages qui devait faire un peu le bilan de ce conflit gelé entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. On est resté... février de 2022. Février 2022, voilà, on est arrivé. On a fait pendant une dizaine de jours des reportages sur l'état de la vie locale, la situation économique, militaire, etc. Et puis le 24 février, à 5h du matin, Vladimir Poutine déclare la guerre. Et là, on comprend qu'on va rester longtemps. Et on est resté au final quasiment 3 mois. On a couvert toute la bataille. 3 mois. Voilà, tout le front de Donetsk à Lugansk, en particulier la progression des forces pro-russes vers Mariupol et la bataille de Mariupol, où on est en fait la seule équipe le 8 mars de télévision française et même européenne à être dans Mariupol. Dans Mariupol, oui. Et puis ensuite, j'ai effectivement j'ai prolongé l'aventure puisque, comme vous l'avez dit, j'ai monté le média digital Omerta et je suis retourné avec Régis Le Sommier là pour 2 reportages qu'on a réalisé. Un au mois de septembre pendant 3 semaines qui nous a amené sur toute la ligne de front de Lugansk à Donetsk à Melitopol jusqu'à Kherson, qui à l'époque était sous contrôle des forces russes. Et puis là, récemment, en début d'année, nous sommes rendus toujours avec Régis Le Sommier au nord de Bakhmout, sur la ligne de front près de Kremina-Svatovo, là où les Russes sont en fait en train de connaître des avancées, je dirais assez sensibles depuis près d'1 mois. Alors justement, vous avez donc eu le temps et d'observer et de voir, etc. Et ce magazine Omerta, Ukraine, la vérité qui dérange, vous avez voulu sortir quoi? Vous avez voulu donner un autre point de vue que celui qu'on entend pour la plupart du temps dans la plupart des médias à propos de ce conflit Ukraine-Russie qui n'est pas prêt, hélas, de voir la fin. Oui, en fait, on a voulu remettre un peu d'analyse rationnelle et factuelle dans en fait le traitement d'une guerre qui souvent est vue uniquement par le prisme de l'émotion et de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont passées sous silence ou de contre-vérités qui sont je dirais, édictées à longueur de plateaux de télévision, en particulier sur les chaînes d'information continue qui ont fait de l'Ukraine leur thématique principale.
Et je le dis parce que j'ai fait ces plateaux de télévision sur quelques chaînes d'information et j'ai entendu des choses parfois hallucinantes. C'est-à-dire au mois de juillet, on m'expliquait que, alors que je résidais à Moscou, eh bien, devant les magasins d'alimentation à Moscou, il y avait des files d'attente, ce qui était totalement faux. Ou alors, j'ai entendu, par exemple, Bernard-Henri Lévy expliquer il y a 6 mois que les Russes étaient obligés de démonter des machines à laver le linge pour équiper leurs missiles en composants électroniques. Tout ça, c'est faux. La réalité, malheureusement, démonte souvent l'idéologie et la fiction, la guerre fiction, dirons-nous. Et on voit bien que le conflit est plus complexe, que le conflit dure et que les Russes ne vont pas lâcher. Alors, Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Alors vous, à 1 an, effectivement, de l'ouverture des hostilités, en tout cas, disons-le, de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine. Je me suis laissé dire que vous auriez dit sur le plateau, je crois, d'Europe 1, il faut quand même armer les Ukrainiens, il faut les armer, parce que la guerre doit retrouver un équilibre, ou alors ce n'était pas tout à fait ça. En tout cas, je voudrais savoir votre ressenti, votre analyse 1 an après sur ce qui se passe. Merci de votre invitation. Bon, je viens d'écouter ce que disait M. Charles d'Anjou. Je trouve truculent l'idée que BHL ait regardé le démontage des machines à laver pour savoir que les Russes en faisaient des missiles. Donc cet homme m'étonnera toujours. Bref, cela dit, moi je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine ni de la Russie. Je me suis beaucoup plus penché par ma trajectoire politique sur le processus décisionnel ici et justement sur la fabrication de l'opinion. Or, on vit un moment justement où on a un méchant et un gentil, un très méchant et un très gentil, si vous voulez. Or, quand effectivement, l'autre fois, je discutais avec Régis Le Sommier, plutôt j'étais sur un plateau télé, et donc je disais des arguments qu'avait développé pas seulement Régis Le Sommier, mais disons l'histoire longue de la Russie. Et l'intervieweuse m'interrompait la parole en disant « Mais ça, vous l'avez déjà dit. » C'est-à-dire que le seul fait de présenter un argument, ou simplement une comparaison, en disant « N'oubliez pas qu'on a envahi l'Irak sur la base d'un mensonge. » Ah non, mais ça, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'on veut bien faire passer Poutine devant la Cour pénale internationale, mais pas George Bush. Donc, vous voyez, cette espèce de décalage... Dire 2 poids, 2 mesures, quoi. Oui, absolument. Mais parce qu'on est imprégné de bonne conscience. Si nous sommes le bien, on ne peut pas être fondamentalement méchant. Regardez par exemple un phénomène qui me fascine, qui a commencé à apparaître avec le 11 septembre. Le rôle des psys. Le rôle des psys le 11 septembre, parce qu'évidemment le traumatisme aux États-Unis avait été tel que... Bien sûr. Il y avait 2 solutions. Soit on se disait pourquoi nous ? Et dans ce cas-là, il fallait s'interroger sur la politique américaine. Heureusement, les psys sont apparus sur les plateaux télé pour dire non, attention, vous êtes normaux, c'est l'autre qui est fou. Et vous avez le même processus aujourd'hui avec Poutine. Des tas de gens qui vous diagnostiquent Poutine, alors que Freud s'est toujours opposé à ce qu'on diagnostique un individu sans l'avoir rencontré. Donc vous avez les tenants de la paranoïa, les tenants de la schizophrénie, les tenants de, je sais pas de la sénilité ou de la débilité. Oui, le cancer, il a grossi, etc. C'est fascinant que des gens viennent sur des plateaux. Mais ça prouve, si vous voulez, il y a une transformation qui est assez importante et à laquelle vous participez, c'est que la guerre est devenue un spectacle en live qui se vit dans l'immédiateté. Si vous expliquez que les Russes ont été envahis 4 fois dans leur histoire, on vous dit mais non, ça n'a rien à voir. Ils sont fondamentalement agressifs. Voilà. Nous, personnellement, on n'y participe pas. Mais enfin, chacun voit son prix à sa part. Mais c'est ce processus-là qui m'a interrogé. C'est pour ça que... Alors, on va en parler. David Carbonel aussi avec nous, Pierre Conessa, Charles d'Anjou. On en parle après cette petite pause. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller nos experts sur ce sujet. On vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Pierre Conessa, ancien fonctionnaire ministère de la Défense, avec Charles d'Anjou, président de Omerta, et avec David Carbonel, qui réside à Odessa et qui s'occupe aujourd'hui, contraint et pas forcé, mais contraint, converti à l'humanitaire. On va en parler avec lui encore, David Carbonel. Mais Pierre Conessa, quand même, je veux bien que vous disiez oui, mais enfin, il y a le camp du bien et le camp du mal. Il y a quand même, il y a 1 an, une agression, et c'est pas les Ukrainiens qui ont envahi la Russie. Même. Ah non, mais c'est indubitable, ça je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va trouver la ligne diplomatique qui permette de sortir d'un conflit. Si vous voulez, la différence quand il y a une guerre, c'est que quand vous êtes dans un pays démocratique, pour déclencher la guerre, il
faut que la guerre soit démocratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui vous convainquent que c'est véritablement indispensable. Quand vous êtes dans une dictature, c'est pas très grave. Le dictateur se lève un matin, il déclare la guerre, c'est pas grave. Mais chez nous, c'est ce processus de conviction qui m'intéresse. Parce que, évidemment, vous avez depuis 91, depuis la disparition de l'URSS, ce que j'ai appelé le phénomène le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire des gens qui vont venir sur des plateaux télé pour vous dire dans l'immédiateté, ah mais les Russes sont comme ça d'ailleurs, regardez, etc. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire la légitimité ne vient plus de l'expertise, elle vient de l'apparition sur le plateau télé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous avez quelque chose qui est une transformation fondamentale où le politique est ficelé par ces prises de position qui se font sur des plateaux télé. Bon, BHL en est la caricature. Il revient de je ne sais quelle crise, j'en viens, j'ai vu, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas. Vous avez l'argumentaire. Vous avez vu que cette audience n'est pas franchement, même s'il passe du matin au soir et puis d'autres du matin au soir, on a vu que les gens quand même réagissaient et qui ne gobaient pas tout. Enfin, les gobe-tout, il y en a heureusement de moins en moins. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est ce processus sociologique qui m'intéresse. On est quand même arrivé à la guerre de la Libye, si vous voulez, qui a été déclenchée par un individu qui a convaincu un président qui était en mal de notoriété pour arriver à créer finalement un chaos. Bon, et quand on a ce chaos-là, on pourrait s'imaginer que l'individu disparaisse des médias. Pas du tout. Il en rajoute. Et donc, il revient de Kiev après avoir écrit Liberté, Égalité, Fraternité. Bon, grand geste de résistance politique. Parce que, comme a dit le directeur d'un institut que je ne nommerai pas, il a dit, écoutez, c'est pas la réalité qui compte, c'est la perception de la réalité. Et nous allons leur donner notre perception de la réalité. Mais enfin, il y a quelqu'un qui vit aussi une réalité. David Carbonel, à Odessa, vous avez entendu les propos. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vous réagissez vous-même? Mais écoutez, vous parlez de BHL, c'est ce qu'il a écrit. En fait, c'est à Odessa. Il est venu faire un petit tour ici. Ouais. On en a eu pas mal en fait des politiques français qui sont venus faire des petits tours ici. Bon, ils s'intéressent pas spécialement à ce qui se passe vraiment. Ils viennent faire des photos. Ah, d'accord. Dans des endroits très tranquilles. Ouais. Ouais. Voilà. Pas trop, où les balles ne passent pas, ne sifflent pas les balles autour de leurs oreilles. Voilà, alors les photos, je vais être peut-être méchant, mais les photos qu'on voit avec des destructions derrière eux, bon, ben, c'est des chantiers qui ont arrêté de travailler. Ouais. C'est pas là où se passent vraiment les choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tout le problème du spectacle, effectivement, aujourd'hui. En tout cas, David Carbonel, voilà. Restez avec nous, mais vous, en tout cas, vous continuez votre travail, vous continuez votre boulot, et bravo et respect pour ce que vous faites, en tout cas, parce que c'est très important. Charles d'Anjou, je voudrais qu'on creuse un peu. Vous avez dans ce magazine, il y a aussi bien Maurice Bourgourde-Montagne que Pierre Conessa, d'ailleurs on l'a dit, Henri Guénaud et autres. Au fond, vous personnellement, vous penchez quand même d'un côté, ou pas? Non, côté russe ou pas? Non, moi, ce qui est intéressant de relever dans cette guerre, c'est qu'à mon sens, elle a trois dimensions. Il y a une dimension qui est immédiate, c'est-à-dire la Russie en guerre contre l'Ukraine, pour une question territoriale, la Crimée, le Donbass, etc., le contrôle des zones russophones. Il y a une dimension qui est celle de l'affrontement indirect entre États-Unis et Russie, le prolongement de la guerre froide, en quelque sorte. Et puis, il y a une dimension aussi qui est plus profonde, c'est que je crois que cette guerre, elle est aussi un conflit entre le monde occidental et le reste du monde. Et le reste du monde, j'entends par là les pays qui en fait contestent l'hégémonie occidentale, et notamment contestent les valeurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que 80% des pays de la planète n'ont pas condamné l'agression russe en Ukraine, et laissent un peu la Russie en première ligne face au monde occidental, mais la soutient sur un plan parfois économique. On sait que la Chine, sans le soutien de la Chine, la Russie ne pourrait pas poursuivre la guerre, mais aussi sur un plan moral. C'est-à-dire que je crois que les valeurs occidentales que promeuvent les élites politico-médiatiques occidentales sont en fait rejetées par une partie du monde. Et cette guerre est à mon avis un basculement sur le plan des valeurs, sur le plan idéologique, et on entre dans une contestation généralisée. Mais alors, est-ce que c'est pas, alors justement, et je veux poser la question aussi à Pierre Conessa, est-ce que c'est pas un peu facile de jeter le bébé Occident avec l'eau du bain? Parce que c'est ce reste du monde où il y a beaucoup de choses à dire, parce que évidemment il faut mais il y a beaucoup de dictatures, il y a beaucoup d'autocratie, il y a beaucoup de gens que justement les pouvoirs et contre-pouvoirs, ça les intéresse pas du tout. Donc est-ce que ce n'est pas facile de dire à cet Occident? Et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur ce qu'a fait l'Occident et les guerres de l'Occident. Hein. Je ne le défends pas de ce point de vue-là, loin de moi. Mais est-ce que c'est pas facile de dire, au fond, ça les arrange de dire que ces Occidentaux, avec leurs valeurs et certaines qu'on n'a
pas du tout envie de les entendre. Donc, allez, si on peut les diminuer ou s'en débarrasser, ce serait pas mal. Non, mais je crois que le reste du monde voit parfois la duplicité, notamment des Américains, qui après 20 ans de guerre contre les talibans, en expliquant que c'était le mal absolu, etc., où en fait, en quelques semaines, s'il y a un accord avec eux. Et puis, je crois que sur la question des valeurs, vraiment, quand vous parlez à des Africains ou des Asiatiques ou des Arabes, vous leur expliquez que ils vous expliquent que l'idéologie, par exemple LGBT, etc., ils n'en veulent pas, et que malheureusement c'est ce qu'ils retiennent de ce qui ressort de l'Occident et des débats qu'on a chez nous. Je dirais c'est un rejet total. C'est un rejet total. Et la Russie, pour eux, c'est le premier rempart face à ce monde occidental et à cette idéologie. C'est pour ça que Vladimir Poutine, un bon politique d'ailleurs, insiste là-dessus dans chacun de ses discours. Il vient de le rappeler, oui. Pierre Conessa. C'est-à-dire que quand vous lui faites la liste LGBTQ, vous oubliez les plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert une espèce de champ dans lequel on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais qui est une espèce de pouvoir d'accusation sans limite. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre la défense des animaux pour condamner l'Espagne, on pourrait mettre la défense des escargots pour les mangeurs d'escargots, enfin j'en sais rien. Mais je veux dire, on est dans une espèce de processus justement où cette mise en accusation par l'Occident du reste de la planète se heurte aujourd'hui au fait que vous évoquez. C'est-à-dire eux, ils nous disent, attendez, vous avez fait une trentaine d'interventions militaires depuis la disparition de l'URSS. Ça, c'est votre guerre, c'est pas la nôtre. Et quand vous avez effectivement la Chine et l'Inde et puis d'autres grands pays comme le Nigeria qui considèrent que c'est pas leur guerre, ça veut dire qu'ils nous renvoient à ce qu'on croyait être notre monopole intellectuel sur l'Europe, sur le monde, et pour le dire, celle-là vous vous débrouillez. Nous, on n'a pas l'intention d'appliquer l'embargo. Mais ça devrait être une espèce de retour sur expérience pour les Occidentaux, mais j'en suis pas convaincu. Parce qu'encore une fois, on s'appuie sur le fait que nous sommes le bien, nous sommes les valeurs. Rappelez-vous cette scène extraordinaire où en 48, quand on adopte la Déclaration internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents sont la France et la Grande-Bretagne, les 2 grandes puissances coloniales de la planète. Vous avez la Chine qui est raciste, les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, la Chine de Chiang Kai-shek et l'URSS de Staline. Alors dans le genre, en politique étrangère, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Vous voyez. Bon, mais ça, cette espèce de retour critique, non. Il a fallu les guerres de décolonisation pour s'apercevoir que la colonisation, c'était pas bien. Oui, ça prend du temps. David Carbonel, votre réaction, votre sentiment? Écoutez, je suis assez d'accord avec ce que dit le monsieur. Au niveau de la guerre d'Ukraine, je pense que c'est une guerre très médiatisée. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une guerre, elle est à la mode. Alors qu'il y en a des guerres depuis que l'humanité est là, et il y en aura toujours, et il y en a encore à côté. Il s'est passé des choses pendant la guerre en Ukraine où personne ne s'est intéressé, qui étaient assez importantes, mais voilà, la guerre de l'Ukraine, c'est la mode du moment. Oui, on choisit. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que vous dites qu'on parle d'une autre guerre oubliée, l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen depuis 10 ans, 300 000 morts, hommes, femmes et enfants. Et je dois dire que l'écho médiatique est quand même assez à la mesure. Alors que voilà, il y a effectivement des guerres justes, des guerres injustes, des géométries variables. C'est l'indignation. Il y en a une. Oui. Il n'y a pas longtemps aussi l'Arménie. L'Arménie. L'Arménie est un pays voisin. On en a entendu parler peut-être 3 phrases. Oui, tout le monde s'intéresse à l'Ukraine parce que c'est la grande Russie, c'est le grand Poutine, donc tout le monde, et puis les États-Unis s'y mettent. Ils ont trouvé le moyen de faire une guerre à leur ennemi éternel, sans tuer un seul de leurs boys, donc tout le monde s'y intéresse. C'est à la mode, quoi. Ouais, comme quoi Tartuffe est vivant et vit un peu partout. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà. Je voudrais intervenir une minute sur les caractéristiques de ce conflit. Vous avez 2 types d'interventions historiques importantes qui sont l'invasion de l'Irak et puis l'invasion de l'Ukraine. Bon. Et si on regarde le nombre de morts civiles et le nombre de morts militaires des 2 côtés, quand vous êtes en Irak, il y a eu à peu près 100 000 morts causés principalement par les bombardements irakiens, évidemment, militaires et civils, mais il y a eu 5 000 Américains tués. Bon. Là, on est à peu près à 100 000. Ça veut dire que la guerre menée par les Russes n'est pas une guerre de bombardement préalable, de destruction absolue, comme ça s'est fait pour l'Irak. Et donc, on est sur des méthodes de conflit qui sont extrêmement pesantes pour la Russie. Beaucoup plus que ne l'était la guerre d'Irak pour les États-Unis. Donc, vous imaginez que si on ne prend pas en compte ces caractéristiques-là, on ne peut pas se rendre compte qu'est-ce que signifie cette guerre vue du côté russe. Parce que, encore une fois, il y a ce passé, ce temps long, l'impression que la Russie a toujours été ségrégée, qu'on n'a pas hésité à l'envahir, et que finalement l'OTAN est arrivé à ses frontières. Bon, mentalité d'assiégé. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite avec nos interlocuteurs, et puis vous, les auditeurs de Sud Radio, qui poserez les questions
qui vous intéresse. Vous pouvez nous interpeller sur ce sujet. Donnez votre avis au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas seulement moi, et la Russie, et l'Ukraine, et le monde, un an après le début du conflit. Et nous sommes en studio avec Charles Danjou, président de Omerta, avec Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et écrivain, et avec David Carbonel, qui est en direct d'Odessa, qui réside à Odessa, et qui aide comme il peut ces populations, effectivement, sous la guerre. Alors, Charles Danjou, en fait, l'onde de choc, on le voit, elle est partout, mais non, ça va. Je dirais que ça va beaucoup plus loin que même que ce qui se passe là dans cette Europe de l'Est. Mais au fond, est-ce que pour vous, vous y êtes allé il y a pas longtemps, vous en avez parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer pour vous? Est-ce que c'est parti pour durer et peut-être déraper? On va pas faire de prédiction, mais quand même. Les deux parties ont les moyens techniques, matériels pour que ça dure, puisque les Russes comptent sur leurs arsenaux gigantesques hérités de l'armée soviétique, puisqu'ils ont en fait tout conservé. Les munitions, les chars, les systèmes d'artillerie, tout a été conservé en parfait état. Donc, et en plus, ils ont une industrie d'armement qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment dans l'Oural, à Nijni Tagil, dans les productions d'obus et de chars de combat de dernière génération, les Armata. Donc les Russes sont tout à fait capables de tenir sur la longueur sur un plan technique, les Ukrainiens aussi, puisqu'il y a les livraisons d'armes occidentales et de moyens techniques occidentaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont extrêmement déterminés, ont envie d'en découdre. Et ça, je crois que ça ne faiblit pas ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans le monde occidental, un peu, je dirais, qui baigne un peu dans le formol et dans le confort, c'est que les Slaves, et les Ukrainiens comme les Russes sont des Slaves, les Slaves vivent dans des sociétés modernes, puisqu'ils ont, depuis la chute de l'URSS, ils sont entrés dans le capitalisme, etc. Mais ils sont restés traditionnels dans leur tête. Ça veut dire que, en fait, il y a une dimension patriotique et on pourrait dire aussi virile qui fait que aucun des deux ne va se dérober pour aller à la guerre. Ça, c'est très important. On le voit sur la ligne de front, c'est que il y a des anciens. Il y a des gens qui arrivent, qui ont 60 ans, qui ont vous les avez vus d'ailleurs. On les a vus, voilà. Ils sont dans le dernier reportage. Il y en a notamment un qui est vraiment sur la ligne de front, qui nous explique que, en fait, il en a discuté avec sa femme et qu'il a un petit-fils, mais il a décidé de partir parce que c'était maintenant ou jamais, etc. Donc c'est une décision personnelle. Puis vous avez des très jeunes, des gens aussi qu'on a vus, des volontaires, des mobilisés de 20 ans, et qui pour eux revivent un peu la guerre de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et il est inconcevable pour eux de ne pas y aller, de se dérober tout simplement parce que ça ne se fait pas, et que dans leur tête, ils sont un peu restés d'un côté comme de l'autre, comme on était en France dans les années 50, c'est-à-dire que... Ils sont dépositaires de la transmission, enfin des guerres près de... Exactement, et puis il y a des qualités aussi humaines qui font que ils ont accepté aussi leur mort, tout simplement parce que les Ukrainiens et les Russes sont deux peuples spirituels, sont deux peuples de croyants, et c'est-à-dire qu'ils pensent que quand ils vont, ils prennent des risques, ils vont peut-être mourir, mais que tout simplement, il y a après la mort, il y a quelque chose qui les attend. Et ça leur donne une force extraordinaire, cette spiritualité leur donne une force extraordinaire de se battre. Oui, il ne faut pas oublier cet aspect-là, c'est important. Pierre Conessa, guerre longue? Oui, guerre longue, mais comme dans toutes les guerres, si vous voulez, il y a un envahisseur et un envahi. Bon, et en général, quand l'envahi se défend pour défendre son territoire, il a plus de ténacité que l'envahisseur, parce que même si l'envahisseur, a fortiori, vient d'un pays où il y a 11 fuseaux horaires, c'est-à-dire qu'il arrive du Khabarovsk, sa motivation, si vous voulez, j'ai des doutes, même au-delà de toute l'histoire russe, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait une résistance, l'identité nationale construite autour de ça, etc. Enfin, il reste que quand votre fils part pour aller se battre en Ukraine, dans quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, je suis pas sûr que le moral, si vous voulez, de l'armée russe soit si important. Deuxième chose, on avait constaté au moment de l'Afghanistan, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, qu'effectivement l'armée rouge n'était pas cette espèce de rouleau compresseur qu'on imaginait,
parce que finalement il y avait des problèmes de logistique, d'approvisionnement, et au bout de quelques années de combat, si vous voulez, les troupes russes ne sortaient plus des campements. Et à l'époque, ceux qui le disaient, en particulier Olivier Roy, quand ils arrivaient ici, on leur disait non mais attendez, vous êtes fous, vous vous rendez pas compte, l'armée rouge, enfin les programmes machin, les programmes ci, etc. Donc il y avait une espèce de contestation du complexe militaro-industriel qui se refusait à constater cette chose. Chose qu'on constate aujourd'hui aussi en Ukraine, c'est-à-dire qu'effectivement on a des problèmes qui paraissent étonnants dans une guerre comme celle-là. Deuxième chose, moi je trouve que la position de Macron est la position juste. Il fait comprendre dans son premier discours: nous soutiendrons l'Ukraine pour qu'elle ne perde pas cette guerre. Ça veut dire qu'il faut faire comprendre à Poutine qu'il ne gagnera pas cette guerre. Et c'est donc au moment où il se rendra compte qu'il ne pourra pas la gagner qu'il peut s'asseoir à une table de négociation. Alors ensuite, les compensations, les limites territoriales... Donc pour vous, il faut armer les Ukrainiens. Ah ben pour moi, effectivement, il faut les armer dans la proportion où ça leur permet de ne pas perdre la guerre. S'ils perdent la guerre, effectivement, là c'est la catastrophe. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, si vous voulez, il faudra considérer qu'il y a match nul, même si c'est l'Ukraine qui subit les destructions, hein, c'est pas la Russie. Mais enfin, faire comprendre la fermeté des Occidentaux pour dire qu'il ne faut pas que ce pays perde cette guerre est la seule manière d'engager une voie diplomatique. Bon, voilà le temps. David Carbonel, comment les gens qui sont autour de vous, enfin dans les villes, dans les villages que vous voyez, ils supportent, ils sont tous, comme disait Charles d'Anjou, c'est un peuple effectivement très déterminé, très je dirais spirituel au sens spiritualiste du terme. C'est un peuple qui est prêt à se battre ou qui est quand même fatigué. Ce qu'on pourrait comprendre. Déterminé, résilient, c'est fatigués de se battre, non. Alors, ils en sont très très loin. Ouais. Et je doute qu'il y ait des négociations diplomatiques parce que je ne pense pas que M. Zelensky va lâcher la Crimée aujourd'hui. Ah oui, pensez qu'il ne va pas lâcher la Crimée. Non, je doute avec tout ce qui s'est passé. S'il rentrait dans les négociations, je pense qu'il perdrait son pays, en fait. C'est partisan, je vais dire. Pas le pays, mais c'est partisan. Parce que tout Ukrainien avec qui que je rencontre ou que ce soit même des gens, on va dire, politiques placés, parce qu'on m'a fait il y a 3 mois conseiller international de l'humanitaire pour toute la région de Mykolaïev. Donc je travaille avec des gens qui sont placés politiques et puis je les entends parler. Il n'y a pas de négociation, on récupère tous nos territoires. Donc ils ont encore le courage d'y aller et je ne pense pas qu'ils vont baisser les bras. Qui vivra verra, effectivement. Ça, c'est l'avenir qui nous dira ce qui va véritablement se passer. Une seule chose avant de prendre les auditeurs. Moi, je suis très frappé quand même parce que incontestablement, on peut dire quel que soit que là, l'Ukraine, il y a la nation ukrainienne qui existe, qui a montré qu'elle existait, etc. Même si le Donbass, la Crimée, même n'y est plus, il y a un peuple ukrainien, il y a une nation ukrainienne. C'est le nation building qui s'est peut-être fait l'armée. Ce qui me frappe en France, c'est que ceux qui sont contre l'identité nationale, contre la nation, qui dit la France, mais qu'est-ce que c'est la France, ça n'existe pas, ce sont les mêmes qui disent formidable Ukraine, alors que ceux qui disaient mais non la France, le bignou, le béret basque, tout ça on n'en a rien à faire. C'est frappant, non, Pierre Connaissant? Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, cette guerre a cette originalité que l'identité ukrainienne et le territoire ukrainien se recouvrent pas complètement. Oui. Parce que rappelez-vous quand même que c'est un territoire qui n'a pas cessé de translater entre le moment où il a été partagé, annexé par la Russie. Il a eu un court moment d'indépendance en 17, et puis ensuite il a été annexé par la Russie, et puis effectivement après avec la guerre la frontière s'est déplacée. Par exemple, phénomène très caractéristique, donc vous savez qu'avec l'Holodomor, cette famine organisée par Staline, il y a eu 1 à 2 millions de morts. Quand les Allemands envahissent l'Ukraine, ils sont pris pour des libérateurs. C'est pas qu'ils soient fondamentalement nazis, c'est qu'ils sont pris pour des libérateurs. Exactement comme dans d'autres pays, si vous voulez, où la nation opprimée, c'est le cas qu'on a connu en Yougoslavie, où les Croates opprimés par les Serbes se sont ralliés aux Allemands parce qu'ils étaient les libérateurs. Et donc ressortir ça après coup pour dire c'est des nazis, etc., ça fait partie du discours. Ils auraient pu se passer d'un certain nombre d'insignes, quand même. Oui, alors il s'est passé effectivement la réhabilitation après coup, si vous voulez, l'indépendance, de Bandera et autres, effectivement. Mais ça fait partie, encore une fois, de l'histoire dont il faut se parler entre soi, que les Occidentaux n'ont pas besoin de soutenir Bandera pour défendre l'Ukraine. Encore une fois, on est sur quelque chose où il va falloir réécrire notre histoire, se remettre face à face, reparler du territoire. Moi, je pense effectivement que l'Ukraine, ils ont annexé un morceau de la Pologne en 1945. Hein. Oui. Oui, les Polonais, ils n'aiment pas non plus. Bon, donc on ne va pas refaire le match à chaque fois. On va voir. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'auditeurs. On a énormément d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Et on commence avec Karim de Lyon. Bonjour Karim. Bonjour Karim.
Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à vos invités. Alors voilà, je voulais poser ma petite question. Tout à l'heure, je vous entendais parler des pays qui sont des dictatures, en gros Russie, Chine, etc. Ma question était, vous dites que ces pays sont soi-disant des dictatures, mais finalement, vaudrait mieux pas être conscient d'être dans une dictature plutôt qu'être soi-disant démocratie, mais ne pas avoir de contre-pouvoir. C'est-à-dire des faux opposants qui sont là que pour faire en sorte de réélire le mouvement en place, comme on peut voir avec Marine Le Pen ou autre. Oui, vaste question, mais je crois que quand même la grande différence, c'est que dans les vraies dictatures, on pourrait même pas avoir ni cette radio, ni cette discussion, Karim. Je sais pas, Charles d'Anjou, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je dirais ce qui est le plus intéressant, c'est pas à la limite de voir le régime politique ou qui est le dictateur ou l'autocrate ou le président en place. Ce qui est intéressant, c'est de voir c'est de prendre la température, le pouls des peuples. Et on le disait tout à l'heure, la Russie la Russie entre en guerre contre l'Ukraine et contre le monde occidental, elle est un peu le porte-drapeau, même si la plupart des pays n'ont aucun intérêt en Ukraine, la plupart des peuples ne savaient même pas où était l'Ukraine sur une carte il y a encore un an. Elle est un peu le porte-drapeau des peuples qui disent non aux valeurs occidentales. Et ce n'est à mon avis que le début. Alors on va voir ça, oui. Merci Karim. Merci à vous. Lucien. On va tourner une rapide page de pub, on vous retrouve tout de suite après, toujours au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio. Vous avez la parole pour interroger avec nos intervenants 0826 300 300 et revenir sur le conflit ukrainien. Et on accueille Mehdi de Bordeaux. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Mehdi. Oui, bonjour à vous et à vos auditeurs. Donc moi je voulais juste réagir par rapport au tout début de la guerre. Une fois que la guerre a commencé, la première chose qu'a commencé à faire notre doxa médiatique, c'est de museler Russia Today, Sputnik et TASS. Alors qu'on se dit les défenseurs de la liberté de presse, qu'il y a des gens qui sont morts pour des caricatures, qu'est-ce qu'on nous dit? Le message c'est que éteignez, bouchez-vous les écoutilles, n'écoutez que nous. Et ça c'est sidérant dans le pays de Molière, de Voltaire, de Montesquieu. C'est vraiment sidérant. Oui. C'est à se demander, et surtout quand on a des chaînes d'infos continues, et c'est à se demander qu'il n'y a pas une oligarchie médiatique ou des chaînes continues d'infos qui sont à la solde de l'idéologie de leur patron. Et je pense, bien sûr, je peux le dire, hein, M. Brahi et toute la compagnie. Écoutez, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. En tout cas, je dirais que la liberté d'expression ne se divise pas. Effectivement, la question que vous posez au niveau de l'interdiction de tel ou de tel, parce qu'à ce moment-là, si c'est une question d'argent étranger et autres, il faudrait interdire Al Jazeera, il faudrait interdire Al Arabiya, il faudrait interdire tel ou tel oligarque tchèque qui a des journaux, etc., etc. Enfin, je veux dire, où on s'arrête. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout que les Français en ont conscience. Ce que commencent à faire les Français, c'est d'écouter des radios et des médias libres comme la vôtre et d'autres youtubeurs qui sont libres comment? Pas en véhiculant le même message, mais d'accueillir la thèse et l'antithèse. Voilà. Celui qui accuse et celui qui a le droit de réponse. Et heureusement, donc ces gens s'orientent vers ça. Or, on est en train de critiquer Poutine avec des oligarques, mais nous avons nos propres oligarques médiatique. Certes. Vous savez ce que ça s'appelle, ça, cette démarche? Il y a des gens qui adoptent la thèse et l'antithèse, et d'autres qui préfèrent la prothèse. C'est tout le problème. Parfait. Lucien. Écoutez, merci. Merci beaucoup, Mehdi. Et on va à Auxerre pour retrouver Karl. Bonjour, Karl. Oui, bonjour, Karl. On vous écoute. Bonjour. Bonjour Pierre, alors, un grand bonjour à Charles d'Anjou que j'avais rencontré à Donetsk, et j'ai une question pour Pierre Conessa concernant la révolution du Maïdan, puisque vous êtes pour l'armement de l'Ukraine. Que pensez-vous du traitement de l'article 111 de la Constitution ukrainienne? Je suis désolé, je ne la connais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article 111? Oui, absolument. Alors, l'article 111, c'est la destitution du président ukrainien qui doit être fait aux 3/4 du vote de l'Assemblée et qui n'a pas été obtenu aux 3/4. Donc, le président ukrainien n'a pas été destitué légalement et constitutionnellement. Oui, ça s'appelle une révolution, oui. Oui.
Non, je vois pas votre question. Parce que effectivement, la représentativité de Zelensky n'est pas véritablement contestable, ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on est sur quelque chose où il y avait eu... Rappelez-vous qu'avec la révolution de Maïdan commence effectivement la conflictualité, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le renversement de régime, les russophones de l'Est commencent à bouger, et puis commence effectivement à ce moment-là quelque chose qui est une guerre larvée, mais qui n'a pas son nom. Il y a eu quand même 14 000 morts à la frontière jusqu'à l'intervention russe. Ouais. Donc on était face à une situation où les Français et Allemands avaient essayé de proposer les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés. Pardon ? Je vous arrête parce que l'OSCE, qui est donc l'organisme de contrôle donc sur place, a toujours démenti une intervention russe à partir de 2014. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une intervention russe en 2014. Je n'ai pas dit qu'il y avait une intervention russe, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit qu'à ce moment-là, les russophones se sont sentis méprisés, négligés, en fait tout ce qu'on veut. Bref, ils ont commencé à bouger, mais j'ai jamais dit que les Russes étaient intervenus. Cela dit, s'ils l'ont fait, ils l'ont fait discrètement. En tout cas, moi, j'ai aucune information sur le sujet, je ne le mentionne pas. Donc quand on est face à quelque chose, effectivement, où, vous savez, les révolutions, nous, on a du mal à ne pas en parler, puisqu'effectivement, c'est l'heure de gloire de la France, c'est la révolution. Vous savez, même quand il y a Nuit debout, on parle de révolution en France. Donc, j'arrête là, si vous voulez. Effectivement, il y a eu un renversement de régime, et je crois que Zelensky a quand même une représentativité qui n'est pas discutable aujourd'hui. Merci beaucoup, Karl. Et on va à Clichy, pas loin d'ici, pour accueillir Sébastien. Bonjour, Sébastien. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour, Sébastien. Voilà, j'entends parler de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais je me pose quand même une question de qui a agressé qui, parce que si on en croit les révélations d'un journaliste américain, Seymour Hersh, récemment, oui. Il a affirmé que la destruction du gazoduc Nord Stream 2 le 26 septembre dernier était le fruit d'une action militaire américaine planifiée dès fin 2021, c'est-à-dire bien avant l'intervention russe en Ukraine. Donc est-ce qu'on ne peut pas parler de légitime défense? Et deuxième point, simplement avec notre parti, moi je suis de Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade, on a envoyé une demande à tous les députés français pour engager une commission d'enquête sur le sabotage de Nord Stream et déterminer s'il n'y a pas eu un acte de guerre avant cette soi-disant invasion ukrainienne par la Russie. Alors écoutez, je ne sais pas... Oui, alors juste un mot, je ne sache pas que ça a été fait, même Seymour Hersh, alors peut-être que Pierre Conessa ou Charles Danjou me corrigeront, ou d'ailleurs, ou David Carbonel. À ma connaissance, ça n'a pas été décidé avant le 24 février 2020, ou alors effectivement au moment de Nord Stream ils se sont décidés, l'Amérique avait décidé cela, enfin selon en tout cas les déclarations de Seymour Hersh sont à vérifier. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, je dis simplement qu'on atteint la vérification totale. Je ne sais pas si vous avez une connaissance, Pierre Conessa ou Charles Danjou, là-dessus. Aucune. Non, je n'étais pas là, j'ai un alibi. C'est pas vous qui avez saboté Nord Stream. C'est pas moi. Non, je crois que le problème se pose autrement. Lucien. C'est quand même un acte de guerre contre l'Europe. Oui, mais faut-il savoir s'il a été fait avant ou après? Bien sûr. Encore faut-il. Selon lui, l'acte était planifié vous avez raison, Sébastien, mais on ne peut pas, même si c'est mon cher, c'est un très grand journaliste je crois que oui. Oui, et bien à ce moment-là, oui, mais ça ne suffit pas pour dire ça y est, on le sait, on a la preuve absolue. Voilà, il faut. Ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, la CIA ou autre, mais on ne peut pas baser ça. On ne sait pas non plus qui a assassiné Kennedy, Martin Luther King, Bob Kennedy, qui a menti sur les armes de destruction massive. Oui. On ne saura jamais rien à ce moment-là. Non, mais c'est-à-dire, on ne sait pas parce qu'on ne saura jamais rien, c'est qu'il faut foncer tout de suite sur telle ou telle théorie. Oui, à l'assassinat de Kennedy, personne ne sait qui a assassiné Kennedy aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Donc, alors après, on peut aller dans les théories du complot. On peut aller dans les théories du complot et commencer là-dessus, et on peut s'amuser avec ça. Mais c'est pas le problème. Oui, merci. Merci beaucoup, Sébastien. On va à Aix-en-Provence avec Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour à tous. Je ne suis pas complotiste, non, mais je précise, c'est le petit Astérix, et je salue le boulanger d'Odessa. Alors moi j'ai une petite question de Candide. Bon, vous savez qu'à Marseille, à Aix, mais à Paris aussi, on aime bien le football. Ouais. Et il y a un nouveau crack qui est arrivé à Marseille, vraiment excellent, très bon joueur, très solide. Il a 30 ans. Il est ukrainien. Oui. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi des hommes en pleine force
de l'âge. Attention, je souhaite à personne d'aller au front. Non, c'est pas la question. Mais il y a un truc, on nous rabâche tous les jours que les Ukrainiens défendent leur... je vais finir ma question. Allez-y. Donc que les Ukrainiens défendent bec et ongle la terre d'Ukraine. Eh bien, nous avons un jeune homme que je connais pas, qui est très bon, c'est très bien. Il se défend bec et ongle pour que l'OM l'emporte sur le PSG. Et puis, autre chose subsidiaire, ce soir, il y a toute une équipe, donc le Shakhtar de Donetsk. Alors, je sais bien qu'il y a des mercenaires, mais il y a des Ukrainiens dans cette équipe. Et puis, ces gens-là, ils sont pas au fond. Alors, il y a un truc que je comprends pas tout à fait. Alors, je pense, pour finir ma question, je pense qu'il y a beaucoup de minorités roumaines, tchèques, polonaises, baltes au sein de l'Ukraine, mais beaucoup moins des Ukrainiens qui sont au front. Voilà, c'était une question bête. D'accord, non, c'est votre question. Il n'y a pas de question bête ou pas bête. Charles d'Anjou. Non, mais sur la question des mobilisations, la mobilisation, ça concerne les Ukrainiens et les Russes. Les Ukrainiens ont fait 3 mobilisations et on le voit des deux côtés. Quand on a un peu d'argent, qu'on représente quelque chose, qu'on a un réseau, etc., eh bien, on peut se soustraire. Et il y a un certain nombre de fils de la bonne société, qui avaient des moyens, qui ont pu partir avant d'être mobilisés et qui se sont réfugiés à l'étranger pour éviter d'être mobilisés. Alors, ce qui est intéressant sur la mobilisation, c'est que quand même la grande majorité des mobilisés sont partis au front et ont envie de se battre, quoi. Donc c'est clair. Oui, honnêtement, ce n'est pas les gens qui arrivent, eux, en immigration et qui laissent femmes et enfants. Ce n'est pas la majorité, c'est le moins que l'on puisse dire. Pierre Conessa ? Oh, vous savez, de temps en temps, quand on s'amuse à comparer l'origine des joueurs du PSG, si vous voulez, on se demande si c'est une équipe parisienne. Donc, arrêtons avec les étrangers. Voilà. Tout à fait. Juste, alors, je voudrais demander à chacun d'entre vous et à David Carbonel aussi, bien sûr, mais très rapidement. Malheureusement, nous arrivons en fin d'émission et on en fera d'autres parce que c'est passionnant. Pierre Conessa, en 2 mots, une négociation, on sait qu'elle est absolument indispensable parce que ni vainqueur ni vaincu à un moment donné, ou alors ce sera la paix des cimetières. Elle peut être, aujourd'hui, elle est envisageable ou pas ? Le point de blocage, effectivement, c'est qu'il faut donner le sentiment, ou que Poutine puisse donner le sentiment à son peuple qu'il n'a pas perdu cette guerre. Donc, est-ce que ça va jouer sur des gains territoriaux, sur des statuts, sur une architecture de sécurité en Europe ? Il y a énormément de dossiers qui peuvent s'ouvrir pour qu'on ne rate pas ce qu'on a raté en 92, c'est-à-dire à ce moment-là, la Russie, l'URSS disparut, la Russie ne comptait plus, etc., etc. Donc, s'il y a un fait géopolitique, la Russie sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, il faut quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Et donc, les modalités de cette reprise de négociation, évidemment, en arrière-fond, il y a la guerre, mais il y a surtout cette conviction dont il faut convaincre Poutine que effectivement on veut pas de mal à la Russie, on veut l'intégrer dans le concert des nations. Quand on a bombardé le Kosovo, qui était par nature une propriété serbe, si vous voulez, et les Serbes étaient les plus proches, si vous voulez, de la Russie. Regardez, aujourd'hui, ils refusent d'appliquer les sanctions. On n'a jamais cherché à associer les Russes à la gestion de la crise yougoslave. Or, c'était le moindre des choses que de considérer que bon. Donc, on a fait des fautes. Il faut pas qu'on les recommence. Et pour ne pas les recommencer, il faut prendre la chose, si vous voulez, sous un angle assez large. Ouais. Ne pas penser à en finir à démembrer la Russie d'un côté et à en finir avec l'Ukraine de l'autre. Charles d'Anjou. Moi, je pense que l'Ukraine tient grâce à la volonté de son peuple et de ses soldats, mais aussi grâce aux aides occidentales et à la volonté américaine de pousser le conflit, de prolonger le conflit avec la Russie. Quand les Américains auront décidé qu'ils profitent d'ailleurs de la guerre, puisque les pays d'Europe de l'Est donnent leurs arsenaux soviétiques, les avions, les chars, l'artillerie aux Ukrainiens, mais tout ça est remplacé par du matériel américain. Et on sait que M. Conessa est spécialiste du sujet. Le complexe militaro-industriel américain a besoin de guerre régulièrement pour que les usines tournent. Donc, simplement, c'est la situation à l'instant T. Peut-être que dans 6 mois, les Américains ont décidé que ça suffit, que l'ennemi principal maintenant c'est la Chine, il faut se concentrer sur la Chine, et que pour se concentrer sur la Chine, ils ont besoin d'un accord avec la Russie sur l'Ukraine. Et à ce moment-là, s'ils décident de débrancher M. Zelensky, eh bien M. Zelensky, malgré toute la force et la volonté du peuple et de l'armée ukrainienne, ne pourra plus faire grand-chose. Et à mon avis, la question, c'est pas que tout le monde sortira victorieux de cette guerre. Simplement, penser que les Russes veulent aller jusqu'à Lviv, c'est à mon avis une erreur assez grossière. Je pense que sur le terrain, la question est, les Russes pourront-ils aller jusqu'au Dniepr, c'est-à-dire quasiment jusqu'à Kiev,
ou pas. Voilà, ça va jouer sur le... En tout cas, ça, encore une fois, on verra. Puis il s'agit de ne pas perdre la face. David Carbonel, juste un mot. Est-ce que vous avez envie, de retourner à faire ce que vous faisiez? Oui, je vais retourner. Alors, juste en 2 mots, ma vie est ici, mon cœur est ici, donc je terminerai avec Slava Ukraine. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait, effectivement, c'est le mot, non pas de la fin, mais le mot de la continuité, peut-être. Moi, je voudrais que tous les décideurs de la planète se souviennent de l'expérience afghane. L'expérience afghane, c'est les Anglais qui se font gonfler au 19e siècle, les Russes 10 ans pour finalement se faire chasser, les Américains 20 ans. Et c'était les grandes puissances du moment. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on n'a pas une analyse géopolitique de la crise avant de commencer d'envoyer des troupes, la plupart du temps, on perd la guerre. Malheureusement, ça a peut-être été le cas cette fois-ci, mais espérons qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Ce serait en tout cas le mieux pour que les peuples, qu'on ne se batte pas jusqu'au dernier Ukrainien, ou jusqu'au dernier Russe, ou jusqu'au dernier Européen. Merci, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de Dr Saoud et Mr Djihad. Merci à David Carbonel, français résident à Odessa, et à Charles Danjou, le président d'Omerta. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.